Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour ce nouveau live métier de MyFuture. Donc, je suis Thomas, c'est moi qui vais animer ce live métier aujourd'hui avec Pascal qui est éleveur dans le Maine-et-Loire. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Bonjour Thomas, très très bien. Plaisir d'être Eh bien, avec vous cet après-midi. très bien. Un petit rappel pour ceux qui nous écoutent ou qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, MyFuture. Nous, on est une société solidaire qui aide les élèves entre 14 et 24 ans, pas que les élèves, les jeunes aussi, à trouver des stages, à trouver des immersions en entreprise afin de bien s'orienter et de trouver le métier qui leur plaît. Et donc pour ça, on a créé toute une plateforme de stage qui s'appelle MyFuture et que voilà, vous pourrez retrouver facilement et sur lesquels des centaines, des milliers d'offres de stages sont disponibles un petit peu partout en France. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette plateforme. Et pour bien s'orienter, il faut évidemment bien s'informer, découvrir les métiers, savoir de quoi il s'agit. Et c'est pour ça qu'on a 40 minutes devant nous pour discuter avec Pascal de ce métier d'éleveur, qui est un métier évidemment du milieu rural qu'on ne connaît pas forcément bien, nous les urbains. Enfin, je dis nous les urbains, je m'inclus alors que moi j'ai grandi à la campagne, dans le Maine-et-Loire en plus. Mais voilà, je pense que c'est important, oui, d'en apprendre un petit peu plus sur ce métier d'éleveur. Donc voilà, Pascal, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier? Tu es éleveur de veaux, je crois, plus précisément même. Voilà, tout à fait. Donc je suis éleveur de veaux de boucherie, donc je suis situé, comme tu le disais, dans le Maine-et-Loire, donc nord Maine-et-Loire, à côté de Cholet. Donc dans le bocage vendéen, donc je suis spécialisé éleveur veau de boucherie avec une petite surface de 40 hectares qui est destinée au développement agroécologique avec un investissement de l'agroforesterie intraparcellaire sur mon exploitation. Alors, super, tu as dit des choses déjà qui sont un petit peu techniques, mine de rien. Alors, veau de boucherie, j'imagine que ça veut dire que tous les veaux que tu produis, que tu fais naître et que tu fais grandir sont destinés à être mangés, voilà, à être vendus en boucherie et mangés, c'est ça déjà? Tout à fait. Donc, les veaux, ils naissent pas sur mon exploitation. D'accord. Et la particularité de cette production-là, cette production de veau de boucherie a été créée justement pour créer de l'équilibre dans les filières animales avec les filières laitières et bovines pour justement mettre à bien, prendre soin du bien-être animal de ces veaux-là, pour apporter une alimentation de différenciation sur les étals débouchés, ce D'accord. qu'on appelle la viande de veau. D'accord, d'accord. Donc c'est des animaux, voilà. Ok, très bien. Oui, ça a coupé. Et ben peut-être qu'on reviendra un petit peu sur cette question d'équilibre par rapport au laitier, au bovin. Euh, mais tout à l'heure aussi, en présentant ton exploitation, tu es tout de suite rentré dans quelque chose d'assez habituel, je crois, chez les exploitants agricoles, qui est de donner la taille de l'exploitation. On dit assez rapidement, ah bah voilà, moi j'ai 100 hectares, Oui, 50 hectares, 40 hectares. Ça, c'est un critère important pour comprendre en fait quel type d'exploitation et d'entreprise tu gères hein, finalement. On est d'accord? tout à fait. Donc après, il y a pas de petite et de grande exploitation ou d'entreprise comme on veut. Ce qui est important, Mm, c'est que l'exploitation soit à la taille bien sûr. qui nous convient pour mener les choses à bien. Donc, moi, Mhm. c'est une petite surface pour aujourd'hui.
Mais ce qui fait ça, c'est qu'à côté, j'ai un métier spécialisé d'engraissement. Donc, c'est ce qui Bien comprend. sûr. Où je suis tout seul accompagné de 2 salariés. D'accord, ok. 2 salariés. Très bien. Et puis tout à l'heure, tu as parlé aussi de surface forestière, il me semble. Ou avec des arbres, en tout cas, c'est ce Oui, que j'ai cru comprendre. Oui. donc de l'agroforesterie. Agroforesterie. Alors ça, je veux Voilà, bien que tu tout nous à fait. expliques en quoi ça Donc, consiste. l'agroforesterie, ça consiste d'associer les arbres avec les cultures. Donc, ce qu'on appelle de l'agroforesterie intraparcellaire. Donc, pour que ce soit facile à comprendre, en fait, dans une parcelle de 5 hectares, j'ai ma culture de blé et dans cette même parcelle, j'ai fait des lignes d'arbres où des lignes, tout est perpendiculaire pour pouvoir travailler avec le matériel. Et les arbres, eh bien, on les plante en fonction de nos souhaits, en fonction de nos besoins et en fonction pour l'adapter au mieux avec les outils qu'on a pour faire les cultures dans les champs. D'accord, c'est très clair. Donc le Donc, but de ça, en c'est plus de... d'engraisser... Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, en fait, ça, c'est fait pour apporter de la pérennité dans le système de mon exploitation à terme de 20, 30, 40 et 50 ans. D'accord, parce que donc ces arbres-là que tu as plantés vont pousser et tu vas les vendre, les couper et les vendre dans 20, 30 ou 40 ans selon les... On ne dit pas les espèces, hein, on dit les essences d'arbres plutôt, je crois. Voilà, Voilà, ok, très bien. voilà, tout à fait. Et puis si je Donc, dis pas de où après, bêtises, il y a oui, plusieurs pardon. façons de faire la récolte. D'accord. Je dis oui, je dis Ok, après, il y a plusieurs façons de faire la ok, récolte du ok. bois. Et C'est ben écoute, soit pour faire du bois énergie, soit pour faire du bois d'œuvre, soit pour apporter de la matière organique naturelle dans les parcelles. oui, ok, très bien. Je comprends. Donc si je résume un petit peu tout ce que tu nous as dit, toi, tu as une exploitation sur laquelle tu fais de l'engraissement nouveau avec tes 2 salariés. Euh, Tu as aussi une surface agroforestière, donc sur des parcelles à peu près de 5 hectares, tu disais, sachant que pour rappel, un hectare égale 10 000 mètres carrés. Voilà, ça c'est ce dont je me souviens du collège et du lycée. C'est Bref, bien ça. sur tes parcelles de 5 hectares, tu fais pousser donc du blé et des choses comme ça, ou du maïs, si je dis pas de bêtises. Et sur ces parcelles, il y a des arbres. Non, moi j'ai Ah non, juste des arbres. Ok. tout à fait. C'est juste des Excuse-moi, arbres j'ai qu'il y pas a sur les compris. plateformes, sur les parcelles, ou qu'il y a aussi du blé ou d'autres choses comme ça. Oui, c'est l'association. En fait, dans la même parcelle, je cultive du blé, de l'herbe et des arbres. Ok. Donc mes Donc, cultures sont faites entre les lignes d'arbres. ah oui, d'accord, ok, je vois. Je commence à visualiser. Très bien. Euh, ok, on a des lignes d'arbres et puis où Donc peuvent passer les machines, et puis au milieu, on a de la culture type bah, donc herbe ou blé voilà, ou maïs. D'accord. tout ce qu'on veut. Très bien. Eh ben, j'ai rarement vu ça. C'est assez rare, non, comme mode d'exploitation, non? C'est pas commun, mais ça fait plus de 30 ans que ça existe. Pas dans nos régions, Mhm. hein, Ouais. mais c'est des choses qui demain deviendront obligatoires pour. Aujourd'hui, tout le monde entend parler d'agroécologie ou d'écologie ou réchauffement climatique et tout ce qu'on veut. Donc, l'agroforesterie, ça fait partie des méthodes. C'est une méthode qui peut permettre de pallier à- à toutes les problématiques de demain. Donc, en plus, les jeunes aujourd'hui qui nous écoutent seront encore plus concernés Mhm. que nous.
Parce que, en fait, ce que j'ai Ouais. construit, c'est pour eux demain, quoi. Parce que moi, je vais pas forcément en profiter pleinement, parce que c'est des projets sur du très long terme. Mais et, heu, en tant qu'agriculteur aujourd'hui, Ouais, ouais, bah, on a le alors devoir de évidemment, ça nous continuer de intéresse tous perdurer et ce surtout que les nos anciens ont jeunes fait, plus jeunes que moi qui nous et on écoutent, a le pour qui devoir de préparer, l'écologie et heu, de l'environnement préparer, est vraiment une priorité, les décennies à voilà, enfin une venir. valeur super Voilà. importante. Donc en tout cas, ouais, on peut saluer cette pratique responsable que tu as, qui permet en fait de diversifier un petit peu bah, les modes de production, quoi, finalement. Euh, est-ce qu'on peut s'attarder, peut-être revenir un petit peu sur ces petits veaux là qui sont là sur cette photo? Donc dans ce hangar, je ne sais pas comment on va appeler cet endroit, un hangar d'élevage peut-être, un hangar d'engraissement, de repos, tu nous diras. Euh, et là, tu nous parles du bien-être des animaux, notamment sur l'alimentation. Donc voilà, si tu peux développer en une minute ou deux cette partie de ton travail, ça serait super. On a un petit décalage. Est-ce que tu m'as entendu? On appelle ça des breuvages, bâtiments spécifiques. Oui, oui, on a un décalage, donc je continue. Je pense qu'on a un retour qui est un peu plus long. Donc, il y a plusieurs méthodes d'élevage, mais pour le bien-être animal, quelle que soit la méthode, les pratiques se ressemblent. Donc, la priorité du bien-être animal, ben, c'est le lien de l'éleveur avec ses animaux. Et le devoir, c'est la part entière de notre métier, de l'implication et de la relation quotidienne, matin et soir, avec les animaux, à des heures régulières. Et vient en deuxième partie, parce que le logement aujourd'hui, c'est des normes européennes, donc on a tous les mêmes obligations. Donc ça, c'est très important. Et après, il y a plusieurs niveaux, hein. Donc voilà. Donc après, aujourd'hui, on a l'obligation à ce que les animaux soient en groupe. Donc Mhm. avec des surfaces à respecter, ça peut aller de 2 à 50. La présence matin et soir, ben, c'est pour s'assurer qu'ils reçoivent la juste alimentation, la bonne alimentation, pour leur permettre d'avoir un développement le plus le mieux possible, en fait, le plus sain possible pour eux. Donc ça, aujourd'hui, bien-être animal, c'est des choses où tout le monde doit rappeler que le bien-être animal, il n'est pas né d'hier, hein, d'aujourd'hui, je veux dire, il a tout le temps existé, mais c'est qu'on n'en parlait pas. Et, une communication sociétale, et ce qui est très important d'ailleurs. Et Alors, on a perdu Pascal, je crois. Je ne sais pas s'il nous entend, s'il est encore connecté. On a des
des petits problèmes de réseau. Pourtant, le Maine-et-Loire est plutôt bien équipé, normalement. Mais après, c'est vrai que si on est en milieu rural, de chez rural, parfois, les connexions peuvent être un petit peu moins bonnes. En tout cas, si j'ai bien compris, voilà, Pascal voulait nous dire que le bien-être animal, c'est un sujet de société qui est revenu, enfin, qui est très fort maintenant dans l'actualité, dans les sujets généraux voilà, de société, mais que c'est quelque chose qui a toujours existé, nous disait-il. C'était juste moins médiatisé, j'ai bien l'impression. Alors, nous avons un petit décalage, donc on va appeler Pascal, en fait. On va l'appeler tout de suite sur son téléphone pour qu'on puisse continuer cet échange. Voilà. À tout de suite, merci. Alors que nous sommes de retour
mesdames et messieurs, pour parler avec Pascal, éleveur de veaux, je le rappelle, dans le Maine-et-Loire, du côté de Cholet. Et tu nous parlais, Pascal, du bien-être animal, si je résume en quelques mots, en disant que c'était quelque chose qui a toujours existé, évidemment, puisque à partir du moment où on gère des troupeaux, des têtes, du bétail, bah, on est obligé d'y faire attention, puisque c'est pour le vendre, et il faut qu'il soit en bonne santé et bien l'élever. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui, maintenant, avec peut-être aussi ces soucis d'écologie, d'éco-responsabilité, est devenu plus présent aujourd'hui dans les médias, dans la société. C'est bien ça? Oui, c'est très très large. En fait, c'est tout simplement l'évolution sociétale qui veut ça aussi. C'est que autrefois, il y avait plus de 50% des personnes qui habitaient dans les milieux ruraux. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la vie, on a urbanisé tout ça. Donc il y a moins de connaissances. Et voilà, donc c'est normal que on a tous besoin de savoir ce qu'on ne connaît pas. On a toujours envie de savoir ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a l'obligation de communiquer justement sur tout ça pour répondre aux attentes sociétales. Non, après, il faut, ça pourra que bien fonctionner si tout le monde s'écoute et si tout le monde se respecte. Et faut pas avoir peur de dire que de toute façon, le monde idéal qu'on voudrait chacun à soi n'existera jamais. Donc ça peut que fonctionner et être le plus vertueux possible si on est dans le partage. Ok. Et dans le respect. Si on fait attention un petit peu et qu'on fait preuve de compréhension et vis-à-vis d'autrui, de ceux qui sont complètement, pourquoi pas, antispécistes, hein, si on veut voilà, amener le débat sur ces terrains-là, les gens qui sont complètement végétariens, véganes, et puis ceux qui voilà, aiment la viande, veulent en manger avec des pratiques responsables, un petit peu comme tu veux le faire. Il faut que tout ce petit monde parvienne à communiquer, à s'entendre un petit peu, si je comprends bien, c'est ça? Tout à fait, parce qu'il y a la place pour tout le monde. Je veux dire, on est tous différents et on a tous des envies différentes, des besoins différents. Donc, c'est tout à fait respectueux d'être, viandard, vous m'excuserez l'expression, ou être végétarien, ou être vegan, on a le droit, il n'y a pas de souci. Mais il y a la place pour tout le monde. Le monde ne pourra pas fonctionner qu'avec de la viande, qu'avec des végétariens, qu'avec des véganes, c'est pas possible. C'est le partage de nos différences qui fait que demain, on pourra garder de l'équilibre. C'est noté. Ok. Est-ce que tu peux nous parler concrètement de la journée d'un éleveur de veaux? Il faut se lever tôt le matin, il faut leur donner à manger, leur donner à boire, les mettre dans le champ. Comment ça se passe exactement? Est-ce que tu peux nous faire le condensé d'une journée d'un éleveur? Tout à fait, un condensé, donc pas que ça fasse peur. Parce que dans tout métier, aujourd'hui on parle du métier d'agriculteur, et dans tout métier, il y a des avantages et des inconvénients, des forces et des faiblesses. Donc moi, mes horaires de travail, c'est 5h30 le matin. Et donc j'ai 3 heures, ce qu'on appelle chez nous techniquement l'astreinte, c'est-à-dire que j'ai 3 heures d'alimentation, de temps à passer pour alimenter mes veaux. Donc leur donner à manger, m'assurer leur bien-être animal, faire les interventions techniques sur l'élevage. Donc c'est les mesures d'ambiance par rapport à la ventilation, les contrôles de toutes les machines qu'on utilise pour faire l'alimentation. Donc c'est tout ça. Et ça, c'est une astreinte qui dure 3 heures en moyenne. Et ensuite, le reste jusqu'à 16h30 le soir. Donc dans cette impartie de temps, on va dire entre 10h le matin jusqu'à 16h30 l'après-midi. Donc j'ai multitude d'activités en fonction des saisons, en fonction des semaines. Donc ça passe de l'entretien des cultures, de l'entretien des arbres, donc de l'entretien général de l'exploitation. Et c'est aussi le temps à passer, j'aime aussi m'extérioriser pour voir un petit peu ce qui se passe autour de chez moi et
converser avec d'autres personnes, donc j'ai des responsabilités en dehors de mon exploitation. Donc la journée est consacrée aussi à ça également. Et le soir, c'est 2h30 d'astreinte, donc de 16h30 jusqu'à 19h. D'accord, ok. Donc, ouais, ça veut dire effectivement un temps bloqué tous les matins et puis un autre moment bien bloqué en fin de journée. Voilà. Donc, en fait, on a les astreintes obligatoires, ouais. C'est-à-dire le matin et le soir. Et ça, c'est quelque chose que tu partages avec tes salariés? Donc, c'est des choses que je partage avec mes salariés, bien sûr. Ouais. Mais après, entre ces deux astreintes-là de la journée, donc j'ai d'autres activités, mais ça me permet aussi de pouvoir me dégager du temps pour moi, personnellement, oui. Si je n'ai pas envie d'aller travailler. D'accord. Parce que ça nous arrive aussi, il ne faut pas avoir problème, on a besoin aussi de se reposer. Donc, on peut aussi, on a aussi cet avantage-là dans nos métiers. Ouais. On a des contraintes, comme tout métier, mais on a aussi cet avantage-là, c'est qu'on a des amplitudes horaires qui sont très larges, mais on n'a pas forcément tout le temps l'obligation d'être tout le temps au travail. C'est nous qui gérons notre temps. Et ça, c'est important de le dire, je le précise, parce que donc pour les jeunes qui nous écoutent, qui sont à la recherche de ce qu'ils veulent faire demain, on a des inconvénients d'horaire, d'astreinte, donc ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, ça fait partie de notre métier. Par contre, en contrepartie, on a aussi la chance, on est des responsables entrepreneurs, donc on gère notre temps. Donc, entre ces astreintes-là, on gère le temps comme on veut. Et voilà, donc ça, c'est aussi important. Ça fait partie des avantages. On a souvent tendance à l'oublier. Mais pour les jeunes qui sont à la recherche de savoir quelle voie ils veulent prendre, ça fait partie des avantages. Ouais, ça c'est certain. Si on avance un petit peu, donc tu disais en milieu de journée, tu en profites pour t'occuper de tes cultures du coup. Les arbres, voilà. Voilà, tout à fait. Donc ce qu'on appelle l'entretien des cultures et de l'environnement d'exploitation. Donc ça passe par les semis, les récoltes, en fonction des saisons. L'entretien des arbres, parce que les arbres, c'est aussi une culture. Donc il faut les tailler, il faut faire de la taille. Donc après, la taille, il faut la ramasser. Et après, il y a toute la partie récolte du bois. Donc tout ça, c'est réparti au fil du temps, des semaines et des saisons. Donc c'est tout le temps varié, quoi. C'est aussi ça l'avantage de notre métier, c'est qu'on n'a pas un métier répétitif. D'accord, ok, super. Très bien, très bien. Alors ensuite, si on continue encore un petit peu, ça c'était la partie la plus agricole finalement, la plus liée à la terre et aux animaux que tu nous as présentés, mais tu as aussi la partie plus administrative, hein, plus investissement, vous avez appelé ça, où il faut gérer effectivement l'entreprise et puis les relations avec d'autres éleveurs et d'autres instances. Alors, je veux bien que tu nous explicites un petit peu tout ça, s'il te plaît. Donc, en introduction, je vais rajouter ce que j'ai oublié tout à l'heure dans la partie élevage, alimentation, où moi, je suis investi aussi, donc c'est en lien avec mes investissements de président de coopérative, donc avec une association qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, qui est une association qui met en avant le respect de la terre, des animaux et des hommes par rapport à l'alimentation. Donc c'est une association comme il y en a, comme les labels, que ce soit le bio ou le label rouge, qui est un peu plus connu. Mais la particularité de cette association-là, de ce label-là, c'est que en plus des obligations de moyens qu'on a tous dans nos exploitations, dans nos domaines, Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche où on a des obligations de résultat. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur, et là je vais parler au nom de mes collègues, donc qui nous tiennent à cœur. Donc là je vais prendre ma casquette de responsable de coopérative et de
de représentants de groupes d'éleveurs. Donc comment ça fonctionne, c'est que voilà, aujourd'hui je suis président d'une petite coopérative d'éleveurs, de 45 éleveurs, où j'ai été élu, c'est les 45 éleveurs qui m'ont élu président pour gérer la coopérative avec 7 collègues éleveurs qui m'accompagnent au niveau du conseil d'administration. Et on a 8 salariés au niveau de la coopérative, au sein de la coopérative, pour nous accompagner dans la gestion du quotidien, que ce soit au niveau technique, administratif ou gestion financière. D'accord. Alors, juste une petite seconde peut-être pour préciser pour les élèves qui nous écoutent ce que c'est qu'une coopérative, mais ça va un petit peu de soi, on le comprend rien qu'en le disant. C'est basé sur la coopération. Donc, tu disais que vous vous êtes réunis entre plusieurs éleveurs pour créer une structure et mettre en commun finalement des machines, des moyens de production, et puis et mettre en commun votre production elle-même ou pas? Tout à fait. On est la dernière coopérative indépendante en fait dans notre filière de production de boucherie. Mmh. Donc on est 45 éleveurs. Les capitaux de la coopérative appartiennent entièrement aux éleveurs. Donc en fait, on s'est regroupé à 45 pour commercialiser notre produit fini, donc la viande de veau, avec nos propres marques, en travaillant directement avec les artisans bouchers. D'accord. Donc on a une relation directe avec les artisans bouchers, donc et on fait ce lien avec le consommateur directement. Ok, alors ça veut dire qu'on va trouver ce label dans les boucheries, mais surtout autour de Cholet, du Maine-et-Loire, ou est-ce qu'il y en a un petit peu plus partout en France? On est sur tout l'ouest de la France, D'accord. principalement, et le bassin parisien. Et le bassin parisien. Bah écoutez, la prochaine fois que quelqu'un qui nous écoute va acheter un petit morceau de veau chez son boucher, faudra regarder si c'est du bleu blanc cœur. Les bouchers sont au courant, eux, ou pas? Ah oui, tout à fait, parce que c'est aussi notre particularité, c'est qu'on est, identifié, donc la coopérative, hein, donc la CEVAP, donc coopérative des éleveurs de Vendée, Anjou-Poitou, avec des marques différentes, donc soit Veau Plaisir de France, ou le Veau Valfleury, ou le Veau Délice. D'accord. Donc on est sur le territoire, et donc pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller sur notre site internet et ils auront toutes les informations et l'accès à toute la transparence de notre métier, de nos élevages, du bien-être animal, et avec l'accès à tous les points de vente s'ils sont curieux de goûter à la viande de veau que nous produisons. D'accord. Bah donc, en effet, c'est quand même très très varié, très riche ton activité entre la gestion des veaux, la gestion de la partie agricole, des arbres, et puis la gestion d'une coopérative de 45 éleveurs. Quand même, ça doit te faire de belles journées, et puis très variées, quoi. Donc j'imagine que ça va, ça te plaît? Tu es satisfait par cette activité? Je suis aussi, comme je le disais au début, j'ai 2 salariés sur mon exploitation pour m'aider à pouvoir accéder à toutes les tâches. Et c'est ça aussi la richesse de notre métier, c'est qu'on a la chance de le partager avec des salariés qui sont investis dans l'exploitation, parce que ça peut fonctionner. On est une entreprise, donc une entreprise fonctionne s'il y a un partage entre le patron et les salariés. Donc, je me dis à chaque fois, et souvent je fais sourire, mais un patron, une entreprise ne peut pas fonctionner sans patron et ne peut pas fonctionner sans salarié. Donc ça doit être un partage mutuel, avec bien évidemment, quand je dis ça, ça fait sourire parce que ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Mais si tout le monde se plaît dans ce qu'il fait, ça peut que fonctionner en fait. Ouais. Et ce qui est important, c'est que quoi qu'on fasse, c'est de le faire par envie. Ok. Ben, écoute, c'est des super conseils, je trouve, pour tous ceux qui nous écoutent. On peut peut-être essayer de passer à ton parcours un petit peu pour voir
comment toute cette activité s'est construite finalement depuis ta sortie du collège. On peut voir là que tu es passé par les maisons familiales agricoles. Alors, c'est pas forcément là encore quelque chose qui est très connu des élèves des villes, on va dire. Hein, mais en fait, des maisons familiales agricoles, c'est des structures très importantes qu'il y a sur tout le territoire français et qui permettent en effet, dès le plus jeune âge, de tester des métiers au plus près des professionnels, hein, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, c'est plus connu sous le nom de CFA. Mmh. Parce que, voilà, à mon époque, parce que je suis pas vieux, mais je suis un peu plus vieux quand même que. Donc mon parcours est très simple. Hein. Ça montre aussi que c'est pas forcément parce qu'on a fait beaucoup d'études que les choses sont plus faciles. Et donc moi, mon parcours est très simple. Hein. Je suis sorti du collège après la 5e. Parce que j'ai fait 2 6e, hein, j'ai pas honte de le dire, j'ai redoublé ma 6e, donc j'ai fait une 5e et je suis sorti du collège, donc c'est comme si que le jeune qui sortait aujourd'hui après une 4e. Mmh. Donc j'ai pas de brevet du collège, j'ai pas passé le brevet du collège. Okay. À l'époque, on avait le droit. Mmh. Bon, c'est pas une fin en soi. Et après, je suis rentré donc, en maison familiale, donc au CFA aujourd'hui, si c'est plus simple pour les jeunes. Donc c'est des centres de formation par alternance où on est un temps à l'école, donc au CFA, et un temps en entreprise. Donc pour les jeunes aujourd'hui qui savent pas trop quelle voie ils veulent prendre, ou ils ont des doutes, ou c'est un peu plus compliqué pour eux de suivre le parcours traditionnel. Mmh. Ou que ça les passionne pas, parce que je suis passé par là, donc faut pas avoir honte de ça. Mmh. Voilà, donc ça, les choses, faut les faire sur les sens, quoi. Ça sert à rien de se forcer à faire les choses. On aboutit toujours à un échec lorsqu'on se force à faire les choses. Donc ça m'a permis quand même, eh bien, au bout de 4 ans, d'avoir pu acquérir un CAP et un BEP. Ok. Donc voilà, donc ce qui m'a fait intégrer le monde du travail très jeune, et donc je suis rentré dans le monde du travail après mon petit parcours d'études à l'âge de 19 ans. D'accord, ouais. Donc voilà, donc mes parents étaient agriculteurs, je pouvais rester sur l'exploitation familiale et pour travailler avec mes parents. Et je suis parti travailler à l'extérieur pour acquérir de l'expérience et de sortir aussi un petit peu, parce qu'à l'époque c'était un petit peu comme ça, à notre époque, de sortir du cocon familial, pour pas avoir peur de le dire. On est tant bien qu'on ait la facilité d'être bien entouré et d'être choyé, et en fait ça nous empêche de voir la réalité des choses, de la vraie vie, de m'exprimer ainsi. Donc je suis parti travailler 10 ans à l'extérieur. Je suis rentré dans une entreprise à l'époque qui cherchait du monde, et voilà. Je suis rentré dans la première entreprise qui s'est offerte à moi, sans réfléchir. Et puis j'ai eu la chance, j'ai provoqué la chance, je ne sais pas comment l'exprimer. Bon, la chance ne vient jamais toute seule. C'était une petite entreprise qui s'est développée les 10 ans que j'y suis allé, et je me suis investi dans l'entreprise en tant que salarié, et par le travail et par l'envie, et au bout d'un moment par passion. Parce qu'on m'a aussi fait confiance, et on m'a aussi laissé les opportunités de les faire et de les prendre. Donc c'est moi qui ai choisi, donc on m'a pas forcé à rien du tout. Donc en fait, j'ai eu la chance, je me suis découvert, j'ai appris beaucoup plus que si j'avais resté 5 ans aux études. Ça, j'en suis convaincu, donc tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Je respecte. Mais les études, c'est pas fait pour tout le monde. Et les études,
il y a plusieurs façons de les faire. Hein. C'est soit en parcours traditionnel avec des voies bien régulières, ou les études elles sont aussi en entreprise. Voilà, en pratique, en entreprise. En pratique, où on mélange les deux, et c'est à chacun d'aller dans la voie qui lui convient le mieux, quoi. Et on se retrouve le mieux, et où on prend du plaisir. Et ce qui est important, quoi qu'on fasse, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, on a tout le temps un résultat positif. Ok, très bien. Et donc, voilà, ça m'a permis d'apprendre toutes les problématiques de gestion du personnel, des rencontres avec d'autres professionnels. Donc voilà. Et j'avais fait le tour au bout de 10 ans, donc mes parents prenaient leur retraite, donc ils m'ont proposé si j'étais prêt à reprendre l'exploitation. Et j'ai fait un petit peu le tour de la chose dans l'entreprise où j'étais, donc par passion, je suis revenu, j'ai repris l'exploitation familiale. D'accord, ok, très bien. C'est très clair. Donc, comme quoi, bah oui, c'est un parcours qui est intéressant parce qu'il montre bien qu'en effet, déjà, l'échec scolaire, c'est pas un drame en soi. Il suffit de réussir à trouver la manière dont on apprend le mieux et dans laquelle on va apprendre les choses. Ouais. Ensuite, l'alternance, hein, du pratique. Voilà, un petit peu d'études, un peu de théorique et puis un peu de pratique, c'est quand même quelque chose qui peut redonner goût à l'apprentissage et à se projeter dans des métiers, dans une entreprise, dans des études. En tout cas, tu as quand même, enfin voilà, tu as obtenu des diplômes qui t'ont permis d'aller toquer à la porte d'une entreprise. Et si je comprends bien, donc à 19 ans, tu es rentré en tant que salarié et puis tu as gravi les échelons pour devenir responsable d'équipe d'une entreprise après 10 ans, ce qui est quand même, voilà, quand même très intéressant. J'ai bien résumé. Donc je rajouterais que pour les jeunes qui nous écoutent, j'ai pas dit qu'il fallait pas faire d'études et qu'il fallait pas aller à l'école. Hein. On est bien d'accord. Je tiens à le préciser parce que et ce qui est important, c'est il y a plusieurs voies d'études. Et c'est la voie d'études qui est importante de prendre la bonne direction. Très bien, parfait, c'est très clair. Alors, on va continuer, on va passer maintenant à voilà, ce que tu préfères dans ton métier et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier, parce que c'est comme ça. La vie professionnelle, c'est pas 100% du plaisir, il y a tout le temps des choses un peu moins marrantes à faire, mais on va commencer par ce qui te plaît le plus. Donc, je vois la partie technique et puis l'ouverture par rapport à l'entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc toute la partie technique, donc vous avez bien compris qu'elle est liée à l'élevage, qu'elle est liée au résultat, qui se lie au résultat de l'exploitation, donc à la vie de l'exploitation, à l'économie de l'exploitation. Donc aujourd'hui, l'agriculture, c'est un métier très technique, où c'est lié aux astreintes que j'expliquais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, voilà, pour obtenir une viande de qualité, pour produire un veau respectant le bien-être animal, et tout ça engendre de la technicité. Mmh. Donc ça, c'est passionnant parce que c'est ce qui nous permet d'avancer et de se remettre en cause. Parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. On apprend tous les jours. Et la technique, c'est ce qui nous permet d'acquérir des compétences et de gravir les échelons. Quoi qu'on fasse. D'accord, ouais. Et après, l'ouverture sur l'entourage. Donc là, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, quoi. Ça aussi, pour moi, c'est indispensable pour les jeunes de demain où il faut avoir de l'ouverture. Et c'est facile d'avoir de l'ouverture pour eux,
mais c'est difficile aussi d'y accéder et de la comprendre. Parce qu'aujourd'hui, avec le monde du digital qu'on n'avait pas à mon époque, je pense que c'était plus facile de créer de l'ouverture parce qu'on était obligé d'aller vers les autres. Tandis qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas de leur faute, hein, on est tous concernés et aujourd'hui, on peut rester chez soi en ayant accès à toute l'information possible et inimaginable. Et lorsqu'on a fait ça, en fait, ce que je vais dire, ça m'appartient à moi, mais je le vis sur le terrain, donc j'ai envie d'en parler pour les jeunes, c'est que aujourd'hui, l'évolution sociétale avec les nouvelles technologies, eh bien, a tendance à nous renfermer sur soi-même. Et ça se fait naturellement, l'humain, il est fait comme ça. Et pour moi, je trouve que c'est un danger, parce que l'ouverture sur les autres, c'est la meilleure façon de comprendre et d'accepter ses forces et ses faiblesses. Et ça se rajoute et ça vient en complémentarité de ce que j'ai dit précédemment sur la partie technique. En fait, tout ça, c'est lié, quoi. Et c'est pas en restant chez soi, même si on a accès à tout, avec tout le nouveau monde qu'on peut avoir, on peut tout faire de chez soi sans sortir. Et moi, je trouve ça dangereux. Parce que derrière tout ça, il y a quand même des hommes, de l'humain. Et demain, de toute façon, l'humain sera toujours partie prenante de quoi qu'on fasse. Et il aura toujours sa place, et de plus en plus sa place. Je vois. C'est très clair ce que j'exprime. Bon, faut pas hésiter à poser des questions. On va recevoir des questions. J'en suis sûr, ça devrait pas tarder. On va me les transmettre et je te les poserai. Mais si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est attention à l'excès de connexion aux écrans, aux ordinateurs, qui peuvent un petit peu nous renfermer sur nous-mêmes. Ne pas hésiter à se déconnecter de temps en temps. Une fois que le live métier d'aujourd'hui sera terminé, on ferme les ordinateurs, on sort de chez soi et puis on va se confronter au monde un petit peu comme tu l'avais déjà fait toi dans ton parcours. Hein. On a compris que c'était assez formateur pour toi, quoi. Quand tu es parti, plutôt que de reprendre la ferme tout de suite de tes parents, tu es allé en entreprise pour pas rester dans ta zone de confort, si je puis dire. Tout à fait. Et c'est pas se confronter au monde, hein, c'est vivre avec le monde, tout simplement. Oui. Parce qu'on ne pourra jamais vivre tout seul. C'est pas possible. On aura tout le temps besoin des uns et des autres, quoi qu'on fasse, et quelle que soit la situation et quels que soient nos besoins, donc que ce soit personnel, professionnel, familial ou intime ou tout ce qu'on veut, mais de toute façon, l'humain n'est pas fait pour vivre tout seul. Je vois. Alors, ce que tu aimes moins dans ton métier maintenant, alors bon, ça c'est quelque chose qui est assez partagé, je crois, les tâches administratives. Oui, tout à fait. Après, c'est obligatoire. Hein. Il y a des choses passionnantes dans l'administratif, mais il y a des choses aussi qui sont pesantes parce que voilà, aujourd'hui, on voudrait être dans un monde infectilé où on est tout le temps, on est fiché de partout, et c'est ça qui est un petit peu contradictoire dans tout ce qu'on peut faire au quotidien, c'est que aujourd'hui, on est tous fichés partout, quoi qu'on administratif, répéter tout le temps les mêmes choses, on nous demande tout le temps les mêmes choses et avec des longueurs administratives de délai et tout, et ça c'est fatigant, quoi. Donc on sait qu'il faut passer par ça, mais on perçoit ce décalage à deux vitesses entre le monde d'entrepreneuriat et le monde administratif, où des fois il y a des barrières qui sont en train de se créer. Aujourd'hui, quand on voit les technologies qu'on a dans les entreprises pour prendre des décisions, pour nous accompagner sur les parties techniques, ainsi de suite, et qu'on a des retards au niveau de l'administration sur des méthodes, on se dit, mais on a l'impression de vivre dans un monde à deux vitesses, quoi. Ouais. Alors là, c'est un constat que je fais, hein, c'est pas une critique ou ce que
ayant des responsabilités professionnelles nationales, j'en connais aussi on sait comment c'est compliqué, mais il y a des fois où on a l'impression qu'on ne va pas à la même vitesse, quoi. Donc ça, c'est pesant. Je vois. Mais ça fait partie du métier, quels que soient les métiers qu'on va faire. Mais c'est important de les faire parce que c'est la finalité de notre travail, quelque part. On est obligé de passer par. Donc c'est le début et la fin, quoi. Ok. Et puis je lis aussi les astreintes le week-end, évidemment, pour s'occuper des veaux, j'imagine que... Voilà, donc quand on est dans le monde de l'élevage, c'est 365 jours sur 365. Oui. Ouais. Donc quand on s'engage dans ce métier-là, comme tous les métiers, on le fait par passion. Et on en connaît aussi les inconvénients. Donc, puis, évidemment, comme vous le disiez, dans tout métier, il y a des choses qu'on aime moins bien faire. Donc, nous, c'est 365 jours sur 365. Donc, c'est sûr que c'est tous les week-ends. Donc, c'est parce qu'on, voilà, nous aussi, hein, on a besoin de coupures et puis partager autre chose que nos métiers. On a des familles aussi, donc voilà, donc ça fait partie. Et après, c'est à chacun de s'organiser. Donc aujourd'hui, il y a plein de solutions pour s'organiser, pour se dégager du temps de week-end. Donc là, après, c'est de l'organisation d'entreprise et puis des envies et des souhaits de chacun. D'accord, écoute, c'est très clair. Je vois que le retour, il est 16h. Si ça te va, on va terminer par quelques petites questions des élèves qui nous écoutent. Je vais t'en poser 2. Alors, on a Camille qui voudrait savoir si votre métier évolue dans le temps et Nathan qui voudrait savoir s'il est possible de faire de l'élevage en ville. Donc, oui, notre métier évolue dans le temps. Ça, c'est comme tout métier. Et c'est nous aussi qui le faisons évoluer parce que, comme je disais dans l'échange, c'est que on est partie prenante de nos métiers et c'est à nous de créer le développement. Si on attend que les choses viennent à soi, il se passera jamais rien. Donc on doit être aussi provocateur et on doit être partie prenante dans l'évolution des technologies. Donc après, c'est à nous de trouver les bonnes méthodes pour les adapter à sa propre situation, en propre exploitation. Donc, je dis souvent, il n'y a pas de mauvaises choses. C'est simplement qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées pour une exploitation, mais qui va être adaptée pour l'autre. Et c'est à chaque exploitant de trouver la bonne voie qui est adaptée à son système d'exploitation, mais qui est surtout adaptée à son envie à lui de ce qu'il en attend. D'accord. Et garder le contrôle sur la manière de développer son exploitation. Voilà. Donc, c'est le partage de tout ça où ce qui est adaptable chez un voisin n'est pas forcément adaptable chez soi-même. Très bien. Et ça on répond. peut regarder ce que le voisin y fait, mais on a le devoir de l'adapter en fonction de son exploitation et de ses envies et de ses besoins. Donc, on est tout le temps dans l'évolution. Ouais, je vois. C'est ça aussi le charme de notre métier, c'est qu'il n'y a pas de redondance. Ouais. Et voilà pour la question de Camille, en tout cas. Voilà. Et puis pour Nathan, faire de l'élevage en ville, qu'est-ce que tu en penses? C'est possible? L'élevage d'animaux en ville, oui, c'est faisable, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, techniquement et socialement, je pense qu'il faut le dire comme ça, c'est pas possible parce que aujourd'hui, on n'a pas tous la même approche avec les animaux. Ouais. Donc, aujourd'hui, demain, l'élevage en ville, techniquement, ça serait faisable, je pense. Parce qu'on peut adapter plein de choses. Ouais. Par contre, sociétalement, je pense pas que ça soit faisable, quoi. Oui, pour les gens, on préfère. Dans nos campagnes, nos campagnes s'urbanisent. C'est la vie qui est comme ça. Il faut aussi adapter. Aujourd'hui, quand il y a un humain qui arrive à la campagne,
si les animaux ils font trop de bruit ou si ça sent mauvais, ça fait partie de la nature, ça fait partie du métier. Il y a des gens qui se plaignent, ça existe. Bien sûr, ouais. C'est une infime partie, mais ça existe. Donc je vois difficilement comment on pourra apporter les animaux en ville. D'accord. Moi, je suis voilà, donc c'est plus un partage, je pense, de personnes que de réalisation technique en soi. Je vois. Bah, écoute, c'est très clair. Merci pour ta réponse à Nathan qui va attendre un petit peu avant de monter un élevage voilà, dans les arrondissements parisiens peut-être ou ailleurs, dans une autre ville. Écoute, Pascal, voilà, on a passé pas mal de temps. Je crois qu'on a bien compris ton métier. C'était en tout cas super intéressant de nous le présenter, de cette manière. Donc, écoute, on va s'arrêter là, si tu le veux bien. Tous ceux qui nous écoutent, on vous donne rendez-vous. Écoutez, demain, hein, on a encore tout un tas d'autres live métiers, notamment avec le groupe Carrefour pour découvrir les différents métiers qui sont possibles chez Carrefour. Donc, on vous dit à demain, 11h. Pascal, je vous remercie énormément de la part de toute l'équipe de MyFuture et de la part de tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont écouté ton parcours et ton métier. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter dans cet échange. Et puis, en espérant que vous avez compris le message et que ça vous éclaircit dans vos doutes ou dans vos indécisions. Et ce qui est important, l'avenir vous appartient et vous êtes les seuls maîtres de votre avenir. Et on va rester sur ce mot de la fin. Pascal, merci beaucoup et puis très bonne continuation à toi. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée.